Bonjour, bonjour monsieur, bonjour mesdames. Merci Alain. Écoutez, d'abord je suis très honoré d'être là. Je vais essayer de partager avec vous à la fois mon expérience, puis aussi peut-être ma passion pour ce qu'est le digital, parce que j'ai fait que ça dans ma vie. Donc, mais ce qui est assez, j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai pu le faire, comme le disait Alain, dans de très nombreux secteurs d'activité. Donc, je l'ai fait dans les télécoms, je l'ai fait dans l'industrie, je l'ai fait dans le e-commerce. Là, je le fais dans la banque depuis peu. Et il y a une chose aussi qu'Alain n'a pas dite, parce que je dis assez rarement, mais j'avais aussi créé une entreprise dans les années, fin des années 90. Donc, c'était une start-up, maintenant on dirait. Et puis, j'avais un peu explosé sur la bulle Internet qu'on avait eue dans les années 2001. Enfin, donc, j'ai eu une expérience d'entrepreneur qui m'a beaucoup servi. Et je crois que c'est très très important parce que toute cette histoire de digital ou de numérique, je vous expliquerai pourquoi je préfère le mot digital, c'est vraiment des histoires d'entrepreneurs en fait. C'est vraiment que ça. Donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. D'abord dans le titre, moi je pense que le truc très important qu'il faut dire, c'est que toutes les industries, absolument toutes, aujourd'hui sont percutées de manière frontale par cette révolution. Tout le monde le dit, mais en fait, c'est vraiment en train de se faire. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait des secteurs d'activité qui étaient considérés comme numériques ou digitaux, et c'est eux qui étaient impactés. Ce qui a complètement changé, c'est que maintenant, toutes les industries, je dirais, baignent dans un monde qui est un monde digital. Donc la question, quand on baigne dans un monde digital, n'est pas de savoir si on doit s'adapter ou pas, on n'a pas le choix. Et ça va à des vitesses, je dirais, assez différentes suivant les secteurs d'activité. Et moi, j'ai une certaine théorie là-dessus, c'est que ça se fait par vagues successives, mais que tout le monde va y passer. Il n'y aura pas d'exception. Voilà. Et ça, c'est vraiment important d'en être conscient. Après, il faut le regarder d'une manière... mon propos, j'appuie sur... Hop là. C'est bon, c'est sur quel bouton que j'appuie? C'est celui-là? Bon, c'est pas grave, hein, je peux me débrouiller sans. Mais en fait, je vais vous parler de trois choses, en fait. Je vais passer beaucoup de temps sur peut-être la manière dont ça se passe, les différents constats qu'on peut partager, parce que je pense que c'est ce qui peut vous intéresser, en particulier dans le monde du commerce ou le monde de l'industrie. Et puis après, peut-être, il y a quelques petites règles de bon sens sur comment on s'adapte à ça. Comment on transforme son entreprise pour pouvoir être suffisamment armé dans ce monde qui est quand même un monde très dur. Hein. Et puis il y a un dernier point, je crois que c'est très important, c'est que je crois que ce qui marche bien, en particulier dans les grands, qu'on appelle écosystèmes digitaux, en particulier dans la Silicon Valley, à San Francisco, c'est que tout le monde travaille avec tout le monde. Et ça, je voudrais faire un point. Donc voilà, c'est un premier point sur comment ça se passe. Un deuxième point sur quelques règles de base pour comment on se transforme une entreprise à ce nouveau monde. Et puis le troisième, c'est comment on travaille avec des acteurs différents. Parce qu'il faut travailler tous ensemble. Alors, premier point, c'est... Moi, je pense qu'il faut regarder un petit peu dans le rétroviseur. Alors, regarder dans le rétroviseur, c'est regarder il y a très longtemps. Et il y a très longtemps, c'est dans les débuts des années 2000. Ça, c'est le premier point, c'est qu'il faut avoir en tête les unités de temps. Les unités de temps dans ce monde du digital sont très différentes de celles qu'on a pu vivre avant. Si vous voulez, il y a les révolutions, moi je les schématise. Au début des années 2000, il y a un truc important, c'est qu'il y a le haut débit qui arrive, l'ADSL. Le haut débit, ça permet de commencer à faire des choses avec son ordinateur. Franchement, tout ce qui se passe entre les années 2000 et les années 2008, c'est assez lent. C'est assez lent, mais en revanche, à partir de l'année 2008, il y a un élément absolument dingue, c'est le lancement de l'iPhone. Si j'ai un message à vous passer là-dessus, c'est que tout commence vraiment en 2008 avec le lancement de l'iPhone. Pourquoi? Parce que avant les années 2008, on parle de numérique, mais le numérique ou le digital, c'est quelque chose qui est plutôt réservé aux entreprises. Et ce n'est pas totalement grand public. Ou ça l'est un petit peu,
mais pas vraiment. À partir de 2008, avec l'arrivée de l'iPhone, ce truc-là se démocratise totalement. Et ça, c'est la rupture majeure. Non, là, il y a l'iPhone dans un premier temps, puis après, il y a Android. Alors moi, je l'avais vécu de près, parce qu'à l'époque, moi, j'étais chez Orange et je manageais l'ensemble des produits d'Orange. Et j'avais travaillé au lancement de l'iPhone. Et je me rappelle, j'avais été un des premiers à le voir, puisque Orange avait été celui qui avait lancé l'iPhone en premier en France et dans pas mal de pays d'Europe. Et je me rappelle très bien d'avoir vécu un meeting intéressant avec Steve Jobs. C'était à l'époque avec le président d'Orange, parce que moi je devais mettre en place le lien entre l'iPhone et les services d'Orange. Et je me rappelle d'un truc très intéressant. C'est que on rentre dans le bureau de Steve Jobs. C'est pas un des souvenirs les plus sympas de ma vie, du reste. Le gars était pas sympa. Franchement, pas sympa. Et surtout, il nous dit, voilà, on va lancer un truc. Alors, je suis pas promis à tenir l'iPhone entre les mains. Et il nous dit, les services qui vont vraiment cartonner, on les connaît. Donc vous, Orange, vous lancerez les services qu'on a décidé que vous lancerez. Ce qui est assez intéressant là, dans cette anecdote, c'est qu'en fait, les 3 services qu'il avait dit, qu'il nous avait prédit comme allant être un grand succès, en fait, il n'y en a aucun vraiment qui a vraiment marché. Et ceux qui ont marché, ce n'est pas ceux qu'il nous avait présentés comme ceux qui allaient marcher. Il avait dit que ce qui allait marcher, c'était la messagerie vocale visuelle sur votre iPhone. On ne l'utilise quasiment pas. Que la deuxième chose, c'était la musique. Bon, bah ça part, voilà. Et puis, la troisième chose, c'était, si je me rappelle bien, c'était, ça a plutôt bien marché, c'était la navigation, vous savez, sur l'iPhone, sur Internet. Ce qu'il n'avait absolument pas prévu, c'était l'Apple Store. Parce qu'il vivait dans un monde assez fermé. Et l'Apple Store est lancé du reste chez Apple à cette époque, un peu, je dirais un peu en loosé, quoi. Ça, c'est important parce que, je vous donne cet exemple. Pourquoi? Parce que le digital, c'est un monde d'ouverture. Et ce qui fait le succès, en fait, qui a fait le succès de l'iPhone quand il a été lancé, c'est le fait qu'il soit complètement ouvert sur plein de développeurs informatiques qui ont développé des petites applis sur l'iPhone et après qui ont créé vraiment une véritable, les Américains ils disent la stickiness, c'est-à-dire le fait que vous êtes collé au produit, parce que quand vous avez téléchargé toutes les applis, bah, c'est compliqué de sortir. Après, ça a été copié par Google avec Android, mais je voulais simplement vous donner cette petite anecdote assez intéressante, qui est que dans le digital, quand on commence, on ne sait pas comment ça va finir. Par contre, on se donne toutes les conditions de succès pour réussir. C'est-à-dire, en 2 mots, que les ghost plans où on sait qui va se passer, bah, ça marche jamais comme on l'a prévu que ça allait marcher. Donc il faut être extrêmement agile. Alors, à partir de ce moment-là, c'est mon deuxième propos sur les différentes vagues. Tout le monde y passe. Ça a commencé en 2008, vraiment par les médias, la presse, par exemple. En 2008, la presse, j'ai parlé aussi des telcos, c'est-à-dire les opérateurs télécoms, ont commencé à vivre des grosses révolutions industrielles. Progressivement, la presse a commencé à se faire ce qu'on appelle désintermédier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 2008, la première vague, c'est que la presse a commencé à perdre son lien privilégié avec ses clients. Donc le premier truc que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de 2008, l'arrivée de l'iPhone, c'est la rupture. Et globalement, il y a 2 secteurs d'activité qui sont percutés de plein fouet. Il y a 2 secteurs d'activité qui sont percutés de plein fouet. Le premier, c'est tout ce qui est autour des médias. Les médias, à partir de ce moment-là, commencent à se faire, commencent à vivre un véritable problème de modèle économique. Et le papier, progressivement, perd de plus en plus de puissance par rapport aux écrans numériques. Le deuxième, c'est les opérateurs télécoms. Par exemple, avec l'arrivée, il y a des choses qu'on a complètement oubliées, mais par exemple, les opérateurs télécoms ont perdu à peu près les 2 tiers
de leur profit, qui étaient faites sur la voie téléphonique, l'ont perdu quasiment en 3 ou 4 ans. Parce que ça s'est transformé en voie sur IP. Ça, c'est un premier truc. Après, il y a eu une deuxième rupture que moi j'ai vécue quand j'étais DG de voyage SNCF.com en particulier. Donc j'étais le premier e-commerçant français et je faisais du tourisme. Donc je vendais des voyages. Je ne vendais pas que des voyages, je vendais pas que des billets de train, je vendais des billets d'avion, des billets des nuitées d'hôtel, plein de choses comme ça. Et j'avais la chance d'être proche. J'avais une joint venture avec la première agence de voyage mondiale qui s'appelle Expedia. Et ça me permettait de voir ce qui se passait. Et donc, ce qui était très intéressant dans le milieu du tourisme, c'est la vitesse à laquelle le nombre de ventes en ligne, c'est-à-dire à peu près, moi j'ai été nommé en 2011, je me rappelle, le taux de vente de billets en ligne de la SNCF, c'était à peu près entre 15 et 20%. Quand je suis parti, c'était 70%, 5-6 ans après. C'est-à-dire, là on n'est pas dans on n'est pas dans des signaux faibles, hein. C'est-à-dire et sur la partie vente de nuitées d'hôtel, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. C'est-à-dire que quelque chose qui était, en 5-6 ans, une industrie qui était celle des agences de voyage standard, finalement a été quasiment rayée de la carte par des grandes plateformes, en l'occurrence américaines, hein. Il y en a deux, hein, c'est Booking.com et Expedia. Hein, Booking.com, c'est une boîte qui était créée du reste en 2008 et qu'aujourd'hui doit vendre à peu près un tiers de toutes les nuitées d'hôtel dans le monde hors Chine. Il faut avoir ça, ces ordres de grandeur en tête parce que ça s'est passé dans le tourisme. Alors pourquoi ça s'est passé vite dans le tourisme? Parce que les barrières à l'entrée étaient assez faibles. Parce que quand vous vendez une nuitée d'hôtel, d'abord, vous voulez comparer. Et puis ensuite, c'est assez facile parce que vous n'avez pas à livrer le produit. Parce qu'en fait, finalement, vous recevez un mail. Et puis le mail, c'est le certificat qui fait que vous êtes sûr qu'avoir votre nuitée d'hôtel ou votre billet de train ou votre billet d'avion qui est dématérialisé. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça a été très, très vite. Je veux parler aussi des transports. Moi aussi, je l'ai vécu de très, très près. Moi, j'ai vécu l'arrivée, par exemple, de Blablacar, qui, en très peu de temps, est devenu un compétiteur très sérieux de la SNCF sur certaines destinations. Bon, quand je dis en très peu de temps, c'est en 2-3 ans. Et là, c'était un autre modèle. C'était un modèle qui n'était absolument pas... que personne n'avait vu venir, qu'on appelle l'économie du partage. Donc, c'est le partage de... Voilà, comment on peut partager des moyens qui existent entre différentes communautés qui font qu'ensuite ils la monétisent eux-mêmes. Et puis après, évidemment, on ne va pas ne pas parler d'Uber. Hein, Uber, alors on aime ou on n'aime pas, la question elle n'est pas là. Hein, c'est que automatiquement, ça a quand même changé complètement une industrie qui est celle des taxis. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, vous n'en voyez plus de taxis. Hein. Donc, par contre, il n'y a pas qu'une plateforme, il n'y a pas qu'Uber, il y a une autre plateforme, il y a d'autres plateformes, une qui s'appelle Lyft, par exemple, aujourd'hui, qui est en train de faire qui a été racheté par General Motors, du reste, au passage. Hein. Mais ce qui est très important, à travers ce que je vais vous dire, c'est que, vous voyez, je suis en 2012, entre 2012 et 2016, vous prenez l'industrie des transports et du tourisme, elle est complètement transformée dans sa distribution, et elle est complètement transformée par des modèles qui sont des modèles communautaires. Parce que je vais parler d'Uber, mais je ne peux pas ne pas parler de Airbnb, hein, qui fait que, en plus, là, le truc il est généralisé sur la location d'appartements. Il faut savoir que, par exemple, à Paris, c'est quasiment la ville la plus utilisée, qui utilise le plus Airbnb dans le monde. Hein. Mais si on n'avait pas eu Airbnb, les capacités hôtelières sont tellement limitées qu'on n'aurait pas pu faire, par exemple pour l'euro, on n'était pas capable de faire venir suffisamment de touristes.
Donc, évidemment, ça pose plein de problèmes fiscaux, ça pose plein de problèmes de... Je suis là pas pour vous dire que Airbnb est bien ou pas bien. Je pense que ces gens-là doivent être régulés. Mais simplement pour vous dire qu'ils répondent à un besoin, typiquement. Et l'économie, typiquement du partage qui est née dans le transport et dans le tourisme, eh bien, elle permet de répondre à un besoin qui n'était pas aujourd'hui servi par les acteurs, les acteurs en place ou historiques. Et puis là, maintenant, je pense qu'il y a une troisième vague qui arrive. C'est la vague, moi je la vis avec Alain, on la vit dans la banque et l'assurance. Hein. Je en parlerai un peu plus tôt. Mais je pense que d'une manière globale, c'est tout ce qui est serviciel, tout ce qui est administratif qui va y passer. Je pense que l'État, du reste, est le premier à devoir se transformer là-dessus. Une seule manière de faire face à la nécessaire transformation de notre administration, c'est de la digitaliser massivement. Donc là, c'est une évolution qui, je crois, est très importante parce que ça veut dire que grâce au digital, finalement, on peut faire des économies d'échelle extrêmement importantes et faire des économies très, très importantes. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, que j'ai vécu quand je dirigeais la transformation digitale du groupe SNCF. La SNCF est une entreprise qui, vous le savez, doit baisser ses coûts, hein, parce que c'est comme ça. Voilà. Il y a plusieurs manières de le faire. Alors, il y a des manières parfois compliquées qui amènent au genre de manifestation que vous vivez aujourd'hui. Et puis une autre manière, qui est une manière plutôt technologique de faire évoluer l'industrie. Typiquement, un des coûts importants dans toute industrie, c'est la maintenance. Tout ce qui est maintenance. Alors moi, j'avais travaillé beaucoup sur la maintenance des trains et la maintenance des voies ferrées. Quand vous faites un plan d'optimisation de votre outil industriel, vous utilisez des technologies, des méthodes de type Lean Six Sigma ou des choses comme ça. Quand vous baissez vos coûts de 1 à 2% par an, c'est le maximum de ce que vous pouvez faire. Et c'est en général socialement extrêmement compliqué à faire. En revanche, si vous commencez à utiliser les nouvelles technologies, en particulier dans l'industrie, ce qui s'appelle l'Internet des objets, et la data, dont je vais abondamment vous parler après, là, ce n'est pas 1-2% d'économie que vous pouvez faire. C'est 30, 40, 50% d'économie que vous pouvez faire. Je vais vous donner des exemples très concrets. Moi, j'avais vu sur la partie maintenance de train que les trains, ils rentrent, ils vont dans des ateliers et puis ils sont réparés, etc. Le truc très très embêtant quand vous faites de la maintenance, que souvent vous faites de la maintenance corrective, c'est-à-dire ou la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est quoi? C'est que vous vous dites statistiquement, je sais pas moi, tel moteur qui permet d'ouvrir des portes, il va tenir tant d'heures. Et donc, au bout d'un certain nombre d'heures, vous le changez de manière préventive. Mais en fait, le moteur, il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. Mais ça fait des opérations, etc. Là, on est en train de passer, avec les nouvelles technologies, de logique de maintenance préventive à de la maintenance prédictive. Prédictive, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a des capteurs qui sont, typiquement, dans le cadre des portes. Et les portes, moi, j'avais vu à la SNCF, c'était un sujet très important, la fermeture des portes. C'était la cause d'irrégularité la plus importante. C'est-à-dire que quand une porte ne ferme pas, le train ne part pas. Ce qui est assez normal. On peut l'imaginer. Et donc, en fait, et c'était très vrai en particulier dans les zones très denses, l'Île-de-France, vous imaginez. Et donc, on avait mis des capteurs sur les portes et on regardait simplement la vitesse avec laquelle la porte se fermait. Et quand on commençait à voir que la porte ne se fermait pas d'une manière régulière, c'était tout bête, hein, c'était un petit accéléromètre qui coûtait quelques euros. C'est ça qu'on voyait que le moteur commençait à fatiguer. Et quand le moteur commence à fatiguer, il faut le changer. Mais là, c'était de la data qui remontait au centre de maintenance et qui permettait de lui dire « Ah là, il faut changer tel moteur sur telle porte de telle voiture. » Ça, rien que ça, les économies étaient très importantes parce que très souvent, quand ils faisaient du préventif,
il fallait en général qu'ils vérifient toutes les portes, ça leur prenait énormément de temps, etc. Donc ça, c'est un exemple très concret que je voulais vous donner sur la fermeture de porte, qui fait que rien qu'en faisant un truc comme ça, les économies que vous faites sur le coût des portes, c'était entre 30 et 40%, sans parler des économies sur l'amélioration de la régularité des trains. Et ça, des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Il n'y a pas un secteur d'activité qui ne va pas vivre ça. Et ça va toucher tout. Je pense que des capteurs, il y en aura partout. Parce que les capteurs ne vont plus rien coûter. Parce qu'ils seront connectés à de nouveaux réseaux de télécom qui ne coûteront rien non plus. Du reste, au passage, on a des grands acteurs français de start-up qui sont sur l'Internet des objets et qui font des réseaux de nouvelle génération qui permettent à ces capteurs d'utiliser des nouveaux réseaux qui ne consomment pas de batterie. Parce que la difficulté, c'est évidemment que les batteries tiennent longtemps. Et donc aujourd'hui, on imagine qu'il y a des capteurs qui vont être autonomes, que vous mettrez n'importe où, voilà, qui remonteront de la data et qui permettront d'adapter tout ce qui est maintenance. La maintenance, il y en a partout. Il n'y a pas un outil aujourd'hui dans la vie de tous les jours qui n'a pas besoin d'être maintenu. Le premier exemple, c'est la voiture. Tout le monde parle de la voiture autonome. J'aurais pu le rajouter dans les transports. La voiture autonome, elle marche, vous le savez. Elle, aujourd'hui, elle marche, elle est opérationnelle. Elle n'est pas déployée pour des raisons réglementaires, elles sont tout à fait légitimes, parce qu'il faut bien prévoir ça. En tout cas, ce qui est très important, et ça c'est un truc que moi j'avais compris, j'avais pas compris, c'est que un des impacts de la voiture autonome sur l'ensemble de notre industrie, c'est pas forcément que les gens ne conduisent pas. Les économies, elles seront très importantes, hein. Et les économies, ce seront des économies de santé, parce que ça va baisser le nombre d'accidents. Mais le vrai impact, la raison pour laquelle, en particulier à San Francisco, au départ, ils ont commencé à réfléchir à la voiture autonome, je ne sais pas si vous savez pourquoi, c'est simplement pour régler le problème des embouteillages. Si vous avez une voiture autonome, eh bien, vous pouvez réguler la vitesse. Si vous pouvez réguler la vitesse, vous pouvez réguler les flux. Si vous pouvez réguler les flux, eh bien, vous pouvez faire passer beaucoup plus de véhicules sur le même tronçon d'autoroute, le même tronçon de voiture, de voirie. Ça, c'est très important. Parce que ça veut dire que à peu près toutes les communautés urbaines ont le problème d'augmentation du nombre de flux. Mais si vous êtes capable de les gérer d'une manière intelligente, vous pouvez augmenter le flux sans forcément augmenter la taille des voiries. Et ça, les économies sont significatives. Voilà. Voilà, je voulais vous donner des exemples très concrets pour vous dire que le digital, ce n'est pas uniquement des mecs qui font des sites web, ça va tout toucher. Et ça va impacter d'une manière massive toutes les industries. Et le truc important, c'est que ça va les impacter extrêmement rapidement. Et ça va les impacter d'autant plus que les acteurs qui vont se positionner sur ces nouveaux usages, nouvelles technologies, nouveaux modèles économiques ne sont pas forcément ceux qui sont les acteurs existants. Voilà, donc ça c'était... Voilà, vous voyez, j'ai essayé de vous donner plein d'exemples que j'ai vécu moi quand j'ai eu la chance d'être dans plein de secteurs d'activité différents, mais voilà, je pense peut-être que le futur... Moi je pense par exemple la plomberie va être disruptée. Hein. Parce que tu auras des capteurs partout. Avoir aujourd'hui un incendie... je pense que mettre des capteurs, par exemple, pour tout ce qui est fuite, aujourd'hui, c'est nécessaire. Il faut prévoir le risque. De toute façon, on rentre dans une société qui ne supporte plus le risque. Tous, à titre personnel, on ne supporte plus le risque. Et la seule manière de l'empêcher, c'est de mettre des capteurs et de traiter la data. Voilà. Et c'est comme ça, on va vers ça. Ça va prendre je ne sais pas combien de temps, parce que c'est des infrastructures. Mais chez vous, vous allez mettre de plus en plus de capteurs. Ça sera comme ça. Et probablement, les assureurs vous diront, je vous assure avec des polices d'assurance adaptées si vous mettez des capteurs ou si vous n'en mettez pas. Voilà. Et je ne vous parle pas de science-fiction, là. Je vous parle de réalité, aujourd'hui, par exemple, en Chine. Voilà. Bon, je vais peut-être passer au slide d'après. J'en ai plein. Donc là, simplement pour vous dire qu'il y a des ruptures technologiques. Ce message, je ne vais pas le commenter en détail, ce n'est pas le but. Moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que
ce que nous avons vu pendant les 10 dernières années n'est strictement rien par rapport à ce que nous allons voir dans les 10 prochaines années. Et probablement ce que nous verrons dans les 10 années qui suivront ne sera rien par rapport à ce qu'on a vu. Voilà. Moi, ça me choque énormément, quand je parle avec un certain nombre de dirigeants, de penser, parfois à travers leurs propos, qu'ils vont arrêter le temps. Ils n'arrêteront ni le temps, ni la compétition qui va venir de partout. Là, je vais peut-être faire un petit zoom sur deux choses. Je vous ai parlé de l'Internet des objets, je vais vous parler de sécurité et de cloud. La sécurité, c'est quand même un sujet vraiment très très fondamental quand même. Je ne sais pas pour l'ensemble de vos entreprises si vous êtes complètement sensibilisés aux risques que vous prenez sur votre système d'information. Probablement pas. Du reste, c'est très compliqué. C'est très très compliqué parce que, en fait, vous pouvez simplement vous faire voler par n'importe qui et un bon hacker à peu près toute votre base client. C'est embêtant de se faire piquer sa base client. C'est pas très agréable. Et puis alors, ce qui est pire, c'est que très souvent dans la sécurité, en particulier sécurité informatique, c'est souvent on se fait piquer les choses mais on ne le voit pas. C'est-à-dire que moi, quand je dirigeais en particulier SNCF.com, j'étais le site le plus hacké en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'était permanent. Surtout les veilles de week-end, les veilles de jour de l'an, etc. C'était permanent. Et comme j'avais à peu près tous les internautes français sur mon site, j'avais plein d'infos, quoi. Et ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, le vrai sujet n'est pas de régler des crises. Le vrai sujet, c'est de mettre des capteurs partout pour être sûr qu'à un moment donné, il n'y a pas un gars qui finalement s'est introduit et vous pique vos données une par une. Je vous dis ça parce que j'ai cru comprendre que c'est ce qui était arrivé à l'administration fiscale, qui pendant plusieurs années se faisait piquer des trucs, mais ça ne se voyait pas. Vous voyez, c'était petit bout par petit bout. Voilà, donc, bon, cette histoire, elle est connue par un certain nombre de gens, mais simplement, la sécurité informatique, c'est un sujet majeur. Il faut tous y être sensibles parce que c'est votre fonds de commerce qui est en jeu. Et une des réponses, c'est le cloud. Alors, le cloud, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez des serveurs informatiques. Parfois, vous les mettez chez vous. Le problème, c'est que si vous les mettez chez vous, la probabilité pour que vous sachiez les protéger, elle est assez faible. Parce que de toute façon, même si vous prenez les meilleurs experts, d'abord, vous les aurez pas. Et ensuite, les hackers du monde sont tellement intelligents et tellement... Parce que s'il y a une industrie qui s'est globalisée, c'est celle de la cybercriminalité. Elle est complètement globale. De toute façon, les attaques, elles viennent de Chine, elles viennent d'Israël, elles viennent de Russie, elles viennent de partout. Et c'est en général des gens extrêmement coordonnés entre eux. Et donc, la seule manière d'y répondre, c'est finalement de mettre l'ensemble de ces infrastructures dans le cloud chez des gens qui vont être capables de protéger vos données. Et c'est là que j'arrive à une chose que je voulais vous dire, qu'il faut avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, les grands acteurs du cloud, et avec Alain, on en a vu un, c'était il y a quelques jours, il y a 2 semaines, on était à Seattle, on a vu Amazon. Et je voulais maintenant commencer à vous parler des différents acteurs qui font le digital. Et on a vu Amazon, et Amazon, c'est vraiment l'acteur qui aujourd'hui fait peur à tout le monde. Google a peur d'Amazon, j'y voyais hier, ils m'ont dit on n'a peur que d'un acteur, on a peur d'Amazon. Facebook a peur d'Amazon, tout le monde a peur d'Amazon. Alors je ne vous raconte pas l'ensemble de l'industrie qu'on appelle le retail, c'est-à-dire la distribution aux États-Unis, Walmart, etc., ils ferment des magasins tous les jours. Ils ferment des magasins tous les jours parce que les consommateurs, ils sont partis sur Amazon. Alors pourquoi je vous parle d'Amazon quand je vous parle du cloud? Parce que Amazon, c'est 2 choses. C'est la plus grande, c'est le plus grand marchand mondial, avec Alibaba, qui est son homologue, un peu plus gros du reste chinois. Mais c'est aussi un acteur qui s'appelle Amazon Web Services, qui est le plus gros acteur du cloud mondial. Il pèse à peu près, à ce stade, 90%
du cloud mondial. Donc oui, oui, non. Ah non, 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 pas vraiment. Pas vraiment. Et en fait, tout le monde est en train de passer chez eux. C'est pour ça que quand on parle d'Amazon, je voulais vraiment que vous ayez en tête, parce que tout le monde dit Google, etc., ils sont dangereux, ça. Le danger public aujourd'hui qui arrive, c'est Amazon, parce que Amazon, c'est un acteur qui va déferler sur absolument tous les pans de la distribution, mais aussi sur le cloud, c'est-à-dire l'hébergement de vos serveurs. Et il gère la sécurité pour vous. Et c'est les meilleurs au monde. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point. Amazon Web Services, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment en 2011. Et aujourd'hui, c'est 90% quasiment de tout l'hébergement mondial. Voilà, il faut avoir ces choses en tête. C'est ça, c'est dans la vitesse. Voilà. Tout dernier point, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est probablement la même rupture que celle qu'on a vécue en 2008 avec l'arrivée du mobile et de l'iPhone. Elle est en train de se faire maintenant. Voilà. C'est que les algorithmes deviennent tellement puissants qu'ils peuvent se substituer à plein de traitements. Et dans la banque, on le voit beaucoup. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de traitements automatisés qui souvent sont plus sûrs du reste. Parce que la voiture autonome, c'est de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc il va y avoir, c'est un truc qui va se développer progressivement, il va y en avoir un peu partout. C'est-à-dire que ça ne va pas être un grand cerveau, ça sera des petits blocs d'intelligence qui seront répartis un peu partout. Dans vos capteurs de plomberie, dans votre voiture, dans votre téléviseur, dans tous les objets de la vie quotidienne, vous l'aurez, et aussi dans tout le système de production industrielle de toutes les industries. Voilà, et ça, il faut le maîtriser. Il faut y aller vraiment, il ne faut pas se dire c'est bien ou pas bien, il faut y aller vraiment. Voilà. Je vais passer peut-être voilà, je voulais vous parler des usages. Je vous disais que moi, je préfère le mot digital au mot numérique. Pour une raison très simple. Parce que c'est la traduction digitale de numérique, c'est pas ça. C'est parce que je pense qu'ici, il y a une définition qui va bien au mot digital, c'est que c'est le lien entre technologie et usage. Tous ces gars du digital, ils ne pensent que utilisateur. Ils n'oublient jamais le client, mais l'utilisateur. Très souvent, dans notre industrie, plutôt celle issue du XXe siècle, on pouvait avoir tendance à oublier le client. Alors, pas forcément le client qui paye, celui-là, on ne l'oubliait pas, mais le vrai client qui utilise vos services. Ce qui a été changé par le digital, à mon sens, et c'est pour ça que j'aime bien le mot digital, parce que dedans, il y a empreinte digitale. Donc, il y a l'utilisateur. Et quand l'iPhone a été lancé, pour moi, ce qui a vraiment tout changé, c'est que ça a créé un lien direct entre l'utilisateur et la technologie. Et je pense que c'est pour ça que je préfère utiliser le mot digital, parce qu'il est plus vrai. Il est plus vrai parce que quand vous en faites du digital, vous ne faites pas de la technologie. Vous en faites, évidemment, il n'y a pas le choix. Mais vous faites vraiment, vous vous occupez du client, vous vous occupez de l'utilisateur. Vous regardez si l'utilisateur, il est content ou pas. Parce que s'il n'est pas content, l'utilisateur, ce qu'il fait, c'est qu'il zappe. Et on est dans un monde qui est tellement dur qu'il zappe tout de suite. Il y a des exemples que je vous ai mis. YouTube, aujourd'hui, c'est le premier média français. Voilà. C'est de plus gros que TF1. En prime time. La télévision linéaire classique, c'est terminé. Il faut quand même l'avoir en tête. Et ça va très très vite. Les gens veulent de la... Et aujourd'hui, vous regardez Netflix. Aujourd'hui, Netflix est en train d'écraser tout le monde. Hein. Pour une raison très simple. Hein. C'est pas que leur catalogue. Leur catalogue, il est un peu meilleur parce qu'ils commencent à produire eux-mêmes des propres contenus. Mais ça n'a pas été ça la différence au départ de Netflix. Netflix, c'est vraiment l'interface utilisateur qui fait la différence. Et la recommandation. C'est-à-dire quand vous allez sur Netflix, on vous propose des choses qui correspondent à vous. Vous êtes le plus important. On vous propose ce dont vous allez avoir besoin.
Le catalogue de films ou de séries étant probablement le même que chez Orange ou qu'ailleurs. Mais l'interface est meilleure. Parce que les modèles prédictifs, et là c'est le lien avec ce que je vous racontais sur la maintenance des locomotives. C'est pareil. Parce qu'on sait prévoir ce que vous allez vouloir regarder ce soir. Et ça s'appelle de l'intelligence artificielle et c'est au service des utilisateurs. Voilà, donc ça c'est un des points. Moi je crois que l'autre point ici qui est très important, et je vais revenir à Amazon. Je vais revenir à Amazon parce que je pense que Amazon c'est des vrais méchants et qui vont attaquer la grande distribution française. Et massivement. Et ils ne vont pas l'attaquer. Je ne sais pas si vous... Enfin, il y a eu je ne sais pas, parce que moi, quand je dirigeais voyagesncf.com, j'étais content parce que j'étais le premier site de e-commerce français. Et un des premiers européens, je faisais à peu près 4 milliards de ventes, dont 1 milliard à l'international. Mais en fait, je ne savais pas si j'étais le vrai numéro 1 parce que je ne connaissais pas les chiffres de Amazon en France. Alors pour une raison que vous imaginez très facilement, hein, parce que si vous donnez votre chiffre d'affaires en France, vous payez des impôts en France. Mais le chiffre est sorti, c'était en septembre, il est passé un peu... voilà. Mais en fait, quand on regarde Amazon aujourd'hui en France, sur ce qui est non alimentaire, c'est déjà le premier distributeur français. Sur ce qui est non alimentaire. Et voilà, donc, ils vont aller vers l'alimentaire. Je le sais bien parce que j'étais à la SNCF, il y avait une filiale qui s'appelle Keolis et qui était son sous-traitant pour tout ce qui était logistique sur l'alimentaire. Mais voilà, ils vont y aller. Et ça va tout changer. Et là, on n'est pas en train de parler de trucs de geek, hein. On est en train de parler de ce qui va se passer pour les petites supérettes du coin de la rue. Hein. C'est ça dont on parle. Hein. C'est ça dont on parle. On sera peut-être livré rapidement. Alors, ils veulent livrer avec des drones, etc. Je ne sais pas si ça marchera ou pas, j'en sais rien, moi. Simplement, je voulais simplement que vous ayez ça en tête. C'était vraiment... C'est un des messages importants que je voulais vous passer, c'est que tout le monde, il n'y a pas une industrie qui, dans les quelques mois qui viennent, ne sera pas impactée au premier ordre par ce qui se passe. J'ai un dernier slide. Après, les autres, c'était pas... C'est sur les nouveaux concurrents et les nouveaux modèles. Là, je vous ai mis l'exemple des banques. Mais c'est vrai pour tout le monde. Les concurrents d'aujourd'hui de demain qui sont quasiment aujourd'hui, c'est pas forcément des gros. Ça peut être de tout petits. En tout cas, nous, si je prends l'exemple du groupe pour lequel je travaille aujourd'hui, c'est-à-dire le groupe BPCE, des banques populaires et des caisses d'épargne, vous voyez, nous on regarde. Alors évidemment, il y a des gros comme Orange qui sont en train de se positionner. Je ne suis pas sûr que ce soit les plus dangereux hein, pour les banques. Pas sûr. Hein. Les vrais dangereux, ils ne sont pas là. C'est ceux qui vont attaquer avec des... ce serait plutôt pas mal que ce soit les plus dangereux. Parce que c'est les mêmes règles. En revanche, quand vous êtes attaqué par... Si vous êtes attaqué par un... Vous savez, aujourd'hui, je reparle d'Amazon. Mais Amazon, c'est déjà un grand de l'industrie financière. Hein. Aux États-Unis, c'est un grand acteur du crédit consommation. Quand vous achetez un produit sur Amazon, on vous propose un crédit conso intégré. Alibaba, j'en ai pas parlé, qui est son petit frère chinois. En fait, qui est plus gros. C'est la première banque chinoise. Donc, les acteurs qui arrivent sont probablement des petits acteurs, si je prends l'univers bancaire, qu'on ne connaît pas. Et qui vont peut-être récupérer plein d'audience, plein de nouveaux clients, et qui, peut-être que les clients de demain,
Bah, ce qu'ils veulent, c'est plus une banque. En fait. Ils veulent pas une banque, ils veulent des services. Et peut-être des services, pas des services packagés, mais peut-être des services unitaires. Et finalement, bah, ils se serviront. Peut-être que finalement, le client demain, sur tout ce qui est bancaire, il se servira, il y aura une sorte d'Apple Store des services financiers et bancaires, puis on ira choisir à la carte ce qu'on veut. Vous voyez? Je ne sais pas. Simplement pour vous dire que si je prends cet exemple, qui est l'exemple de la banque et de l'assurance, c'est très proche. C'est que globalement, en fait, le digital, ce qu'il fait, c'est qu'il découpe. Ils prennent, les gars, c'est très organisé en fait. Ils prennent les chaînes de valeur dans les industries, ils les découpent en petits morceaux, et ils se les prennent ils se les découpent, ils prennent un saucisson, ils le découpent en tranches, et ils se le prennent par tranches. Ils ne prennent pas tout d'un coup, hein. Ils se le prennent par tranches. Et je pense que ça va se passer pour toutes les industries de la même manière. Voilà. Et à cela, et ça c'était, si vous pouvez passer sur ce slide d'après, je pense qu'il y a des réponses. Et je m'arrêterai sur ce slide-là. Il y en a deux. D'abord, il faut lancer des transformations digitales dans chacune de vos entreprises. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Cette transformation digitale, si vous n'avez pas quelqu'un que vous embauchez qui l'incarne, ça ne marchera pas. Il faut quelqu'un qui fasse que ça. Ensuite, quand vous faites une transformation digitale, pour moi, il y a 3 règles. 1, il faut la faire pour ses clients. 2, pour ses collaborateurs. Et 3, pour son outil industriel. Il faut faire les 3 en même temps. Si vous le faites que pour vos clients et que vous ne le faites pas pour vos collaborateurs, ça ne marche pas. Si vous le faites que pour vos collaborateurs, pas pour vos clients, évidemment, ça ne marche pas, mais ça, vous le saviez. Mais surtout, si vous ne le faites pas aussi sur votre outil industriel, eh ben, vous avez un problème de modèle économique, vous avez un problème de profitabilité. Parce que derrière, c'est l'ensemble de vos coûts qui sont derrière. Voilà, il faut attaquer le sujet par les 3 bouts. C'est ce qu'on fait chez BPCE en ce moment. C'est difficile, c'est très difficile, mais il n'y a pas le choix. Et le tout dernier point, c'est que comme on travaille avec des acteurs digitaux, la France a, je crois, pris d'une manière très satisfaisante, depuis en particulier les 3 dernières années, le virage vraiment de l'innovation, des startups, des incubateurs, etc. Ça, je peux vous dire que même quand moi je suis aux États-Unis et que j'en parle, notre image là-dessus, elle commence à être sincèrement très bonne. Vraiment. Vraiment. Il faut pas non plus en permanence... on a des très bonnes startups. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à les faire grossir. Ça, c'est un problème. Il faut qu'on s'y attelle. Mais surtout, mon message, c'est qu'il faut bosser avec elles. Et que la bonne règle, à mon avis, c'est à la fois, dans chacune de vos entreprises, mettez-vous à un gars qui fait que ça. C'est un investissement, mais comme tout investissement, bah, c'est quand on veut préparer l'avenir, on fait ça. Et surtout, n'êtes pas dans une situation où vous voulez tout faire vous-même. Ça, vous le savez. Et là, il faut bosser avec tous ces gars qui arrivent. Voilà. C'est ça les 3 règles. Voilà. Et si on fait ça, moi, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Mais Yves, dans un groupe, on se le disait en aparté avec Jean-Luc, moi, c'est mon souci. Dans un groupe, c'est possible de mettre un homme comme toi pour s'occuper du digital et de l'entourer avec tous les professionnels et tous les moyens qui vont bien. Mais dans une PME, c'est très difficile. Comment on peut faire? Ou une TPE. Je pense que là-dessus, et moi, c'est des choses que j'aimerais bien réfléchir avec, par exemple, des CCI. Hein. Si vous ne mutualisez pas, ce ne sera pas possible. Il faut vraiment s'y mettre. C'est-à-dire qu'il faut probablement créer des sortes d'équipes qui peuvent être des équipes tournantes. Hein. Ça peut être des consultants, ça peut être, je ne sais pas. Mais il faut créer une expertise de transformation digitale qui puisse s'appliquer à tout le monde. Il faut mutualiser ça. Il y en a peut-être pas que c'est probablement pas quelqu'un de full-time dans une petite PME. Je suis conscient que c'est très difficile. En revanche, je crée une sorte de collectif
où il y a, je ne sais pas moi, pour l'ensemble de votre CCI, peut-être une centaine de gars qui tournent, qui se forment entre eux, qui partagent, parce que le partage, c'est fondamental. Ça va tellement vite. Si vous ne partagez pas, vous êtes obsolète tout de suite. Moi, c'est mon risque, moi, c'est ma peur permanente. Hein. Et je pense que c'est la bonne approche. Voilà. Et après, il faut faire des liens entre les grands groupes, les PME, etc. et créer cette dynamique. On a créé la dynamique sur les startups. C'est très bien. Il faut créer maintenant la dynamique sur la transformation digitale des acteurs existants. Parce que si on ne le fait pas, on aura tout faux. Les startups, sans vous, elles ne peuvent pas vivre. Ça, c'est clair. Et vous, sans elles, vous ne pouvez pas vivre. Et par contre, il vous faut le plan de montage. Hein, le plan Ikea pour le faire. Ce n'est pas forcément si compliqué que ça. Et là-dessus, il faut mutualiser quelques gars qui peuvent peut-être passer une journée par semaine dans vos entreprises. Mutualisez-le. Voilà. Et moi, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on monte assez vite au niveau... il se trouve que dans notre groupe, on a pas mal de liens et pas mal de CCI et c'est super. Et moi, j'en vois un certain nombre. Je vais participer à celle des Hauts-de-France dans peu de temps. Et ça sera le même débat. Après, il faut voir comment nous, on peut vous aider là-dessus. Je pense qu'on peut. On a des questions, les amis, pour Yves Tirode. Allez-y. On a un petit quart d'heure. On a un problème de maintien du timing. Allez-y. Oui, oui. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez adapter votre discours pour des commerçants? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que le commerce est très très en retard. Mais bon, c'est vrai que c'est un discours qui est plus porté vers les grosses entreprises. Est-ce que ce même discours, vous pouvez l'adapter à des commerçants, s'il vous plaît? Ah oui, je pense que oui, j'aurais dû, parce que quand même j'étais un grand commerçant, mais j'ai été e-commerçant pendant 6 ans. C'est-à-dire que moi, tous les matins, je regardais mes ventes. Si j'avais pas de vente, j'avais pas de revenus. Si j'avais pas de revenus, j'avais des problèmes. Hein, c'était parce que vous voyez, SNCF.com, c'était une boîte totalement autonome de la SNCF. Hein, j'avais un modèle économique à part. Hein. Alors, moi, premier truc, honnêtement, pour les commerçants, ne pas avoir n'importe quel commerçant qui n'a pas de site en ligne et qui ne sait pas vendre en ligne est à risque. Je crois qu'il faut se le dire. Hein, c'est obligatoire. Et je pense que l'arrivée d'Amazon, en particulier sur tous les secteurs d'activité, faut accélérer cette transformation-là. La deuxième chose, c'est tout ce qui est autour de la logistique. Parce que avoir un site en ligne, c'est une chose. Être capable de livrer en est une autre. Donc là-dessus, c'est les deux sujets compliqués du e-commerce, du reste. Hein. Mais avoir un site en ligne et avoir un système de livraison astucieux qu'il faut inventer, je pense que c'est absolument obligatoire. Alors là-dessus, moi je pense qu'on peut jouer sur pas mal de leviers. Le fait d'avoir des boutiques, d'avoir un ancrage local, permet de faire plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui pensent que les gros systèmes de plateformes nationales, c'est dépassé. C'est complètement débile à l'heure du digital de faire passer l'ensemble des produits alimentaires par Rungis. Attendez, c'est une vue complètement débile d'un point de vue coût et d'un point de vue CO2. Donc, créer des plateformes locales au plus proche entre les producteurs et le consommateur, le digital le rend possible. Il faut y aller. Ça veut dire que les différents commerçants peuvent très bien s'aider pour être eux-mêmes, pour livrer des produits de tiers. Tout ça, je veux dire par là qu'il y a urgence, à mon avis, face au danger Amazon, parce que c'est un danger mortel, à s'unir et à jouer en écosystème. Donc, allez sur Internet le plus vite possible, mutualisez votre empreinte physique pour pouvoir faire de la livraison, pas forcément par la poste ou par je ne sais pas quel... mais peut-être vous la faire directement dans les points de contact physique que vous avez. Voilà, ça serait très humblement mes deux recommandations sur la partie commerce. Mais en tout cas, et typiquement sur le commerce, avoir peut-être des acteurs un peu spécialistes du e-commerce qui pourraient
agir pour l'ensemble des commerçants qui n'ont pas les moyens de se payer, ne savent pas faire un site de e-commerce facilement, etc. Alors qu'aujourd'hui, les outils clés en main pour le faire, ils existent. Hein. C'est pas dur, en fait. Et c'est pas donné, mais après, je crois qu'il faut voir le fait d'avoir un site de e-commerce comme étant est-ce que je refais mon magasin ou pas? C'est près pareil. D'autres questions, les amis? Une autre question, Yves Tirov? Bon, écoutez, merci Yves en tout cas de ton intervention.